les droits humains. Image commentée par Clara de Antoni. Kaboul, 16 août 2021. Ces images avaient fait le tour du monde. Les talibans venaient de reprendre Kaboul et des milliers d'Afghans tentaient de fuir le pays. Cet avion de l'armée américaine représente leur dernier espoir. Ils s'accrochent à l'appareil au moment du décollage, tombent. Certains meurent dans la chute, d'autres sont écrasés par l'avion. Parmi eux, Zaki Anouari, jeune espoir du football âgé de 17 ans. Un geste désespéré. Il s'inquiétait pour son avenir, pensant peut-être qu'avec l'arrivée de ces gens, il ne pourrait plus jouer au football ni étudier. Ce sont peut-être ces pensées qui l'ont poussé à faire ce choix, mais je ne peux pas le juger. Après la reprise du pays par les talibans, plus de 120 000 personnes ont été évacuées. Mais le nombre de victimes demeure à ce jour inconnu. 4 ans après la prise de Kaboul, le régime des talibans reste isolé diplomatiquement, même s'il a récemment été reconnu par la Russie. La communauté internationale dénonce ces restrictions sévères, notamment contre les femmes, bannies de nombreux lieux publics et emplois. Cela fait maintenant 4 ans que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan. Depuis lors, des dizaines de décrets ont limité sévèrement les droits, les libertés et la dignité des femmes et des filles afghanes. Il s'agit de la crise la plus grave au monde en matière de droits des femmes et elle est en train de se normaliser. Selon l'ONU, aujourd'hui, 2,2 millions de jeunes Afghanes sont privées d'éducation. Et si cette interdiction persiste jusqu'en 2030, ce chiffre pourrait dépasser 4 millions, avec des conséquences graves pour leur avenir et celui du pays. Face à ces violations, la justice internationale est intervenue. Le 8 juillet, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre 2 dirigeants talibans pour crimes contre l'humanité liés à la persécution systématique des femmes et des filles et aux violations de leurs droits fondamentaux. Dans le reste de l'actualité, nous n'aurons pas de traité sur la pollution plastique ici à Genève. Voilà ce qu'a déclaré ce matin le représentant de la Norvège. Cette nuit, les 184 pays réunis à Genève ont échoué à se mettre d'accord sur un texte contraignant pour lutter contre la pollution plastique. Théoriquement, les négociations qui ont débuté le 5 août devaient s'arrêter à minuit hier, mais elles pourraient jouer les prolongations. En attendant, il n'y a toujours pas d'accord, ce que déplore la ministre française de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, n'a pas caché sa déception. Écoutez. Je suis déçue et en colère. Je suis déçue que nous n'ayons pas pu répondre aux attentes de nos citoyens vis-à-vis de la menace que représente la pollution plastique sur leur santé et sur leur environnement. Et je suis en colère parce que malgré les efforts sincères de beaucoup et les progrès réels dans les discussions, aucun résultat tangible n'a pu être obtenu lors de ces négociations. On en vient à ces images de torrents de boue et glissements de terrain impressionnants en Inde. Les recherches se poursuivent après des inondations qui ont fait au moins 60 victimes dans un village himalayen du Cachemire indien. Un dernier bilan terrible aussi dans le nord du Pakistan voisin. En seulement 24 heures, des pluies torrentielles ont tué au moins 120 personnes selon les autorités, ce qui porte à plus de 400 le nombre de morts depuis le début de la mousson fin juin. Près de la moitié des victimes sont des enfants. Nous sommes aujourd'hui le 15 août qui correspond à la fête de la Vierge Marie. Nous sommes aussi à la veille des 100 premiers jours de pontificat de Léon XIV, une barre symbolique, peu de temps à l'échelle de l'Église, mais assez pour donner un premier ton. Avec nous pour en parler, Nicolas Senez, journaliste à la Croix et ancien correspondant au Vatican. Bonjour et merci d'être avec nous. Quel premier bilan peut-on tirer de ces 100 premiers jours? A-t-il surpris les observateurs? Léon XIV a été prudent et je crois que ces 100 premiers jours sont assez un sans faute. On le voit dans ces rencontres qu'il a pu faire, par exemple. On voyait sur ces images avec les jeunes au moment du jubilé des jeunes, où il y a eu un très bon contact avec les foules qui étaient présentes à Rome. Ensuite, sur le fond, on voit qu'il a été plutôt pour l'instant dans la lignée de son prédécesseur, sans accroc, sans volonté non plus de rupture et sans volonté de marquer non plus par une personnalité qui irait à contre-courant. Il reste très prudent, il reste voilà, pour l'instant même un peu en retrait et sans plus à la rentrée qui va prendre des décisions qui seront peut-être plus fortes.
Et quelles sont les images fortes ou gestes marquants qui resteront de ce début de pontificat? Je pense que c'est, par exemple, cette rencontre avec les jeunes qui a été extrêmement forte. Les jeunes qu'on a pu rencontrer à la Croix ont été très marqués par cette rencontre avec le pape. C'est vrai que c'est une personnalité extrêmement différente du pape François. Le pape François était assez volubile, il improvisait assez facilement. Là, on voit un pape Léon XIV qui improvise beaucoup moins, qui sort moins de ses textes, mais qui a quand même cette facilité à rentrer en contact avec les jeunes. Et ça s'est, semble-t-il, en tout cas, ce que racontent les jeunes qui l'ont rencontré, ça s'est très bien passé. Donc voilà, on voit cette façon de rencontrer les foules, c'était attendu, et ils s'en est finalement très très bien tirés. On l'a finalement assez peu vu et entendu. Pour quelles raisons? Je pense qu'il prend le temps de travailler. C'est un homme qui aime bien prendre, les gens que j'ai rencontrés, qu'il connaissait bien avant son élection, disaient, voilà, c'est quelqu'un qui prend le temps d'observer, qui prend le temps de la réflexion avant de décider. Et là, il est effectivement plus dans le temps de la réflexion pour voir comment il va décider. Par exemple, ces vacances d'été, ce qu'on sait, c'est qu'elles sont principalement consacrées à l'écriture d'une encyclique qui devrait paraître à la rentrée, autour des questions sociales, mais plus autour de la question de l'intelligence artificielle et de ses conséquences sur le travail et sur les conséquences sociales de l'intelligence artificielle. Donc là, on voit que c'est à la fois quelqu'un qui se met dans la tradition de l'Église et avec des questions extrêmement actuelles. Et justement, jusqu'à présent, comment se distingue son style personnel, rupture ou continuité? Alors, il y a une rupture en ce sens qu'effectivement, il est beaucoup plus en retrait que son prédécesseur. Il fait le travail de pape en se coulant finalement dans les rituels de la fonction. En même temps, dans le fond, il est très en phase en fait avec son prédécesseur, avec le pape François, que ce soit sur la volonté de continuer, notamment la réforme de la curie romaine, la réforme de la manière d'être de l'Église, sur ce qu'on a appelé la synodalité, c'est-à-dire la façon d'avoir une Église pas forcément plus démocratique, plus d'une gouvernance de l'Église qui prenne plus en compte l'ensemble des gens et des fidèles. Donc ça, c'est des choses qui sont... voilà, on sent qu'il est assez proche de François là-dessus. Pareil sur les questions plus internationales, il a été plus en retrait, mais parce qu'effectivement, aujourd'hui, voilà, par exemple sur l'Ukraine, aujourd'hui, les choses se décident directement entre Washington et Moscou, et que la voix du Vatican est une voix parmi d'autres, mais qui n'est pas forcément écoutée, même si ce matin, effectivement, à l'Angélus, il a beaucoup insisté sur la paix, et on sent qu'il porte effectivement les efforts de paix qui sont faits en Ukraine, mais il n'y a pas de volonté d'une intervention plus diplomatique, plus forte de la part. Vous parliez justement de son prédécesseur. Quels sont les grands chantiers laissés par Benoît XVI? Migrants, pauvreté, miséricorde. Est-ce que ce sont des thématiques qu'il a repris? Les thématiques qu'il reprend, il a continué sur ces sujets-là. Je pense que la réforme de l'Église, c'est quelque chose qui est en cours. La réforme de la curie, c'est quelque chose qui est en cours. Lui-même a été un des membres de la curie romaine, même si c'était depuis 2 ans. Donc, il sait comment elle fonctionne. Il voit les manques qu'il peut y avoir. Sans doute, François lui est arrivé à une époque, arrivé après le pontificat de Benoît XVI, où il y avait eu un certain nombre de scandales importants au sein de la curie romaine et il y avait une volonté de la part des cardinaux d'une réforme forte. Il y est allé effectivement assez fortement. Aujourd'hui, je sens plutôt que le pape Léon a plutôt envie de continuer cette réforme, même si ça sera peut-être en étant peut-être moins en porte-à-faux avec les membres de la curie qui avaient vécu assez difficilement les réformes portées par François. Et je pense que donc il va continuer ces réformes, il va continuer aussi la réforme de l'Église, peut-être aussi de manière un peu en arrondissant les angles